Et si on parlait de la pression? Vous savez, celle qui s'accumule dans votre tête et vous fait exploser comme une cocotte minute. Les cocottes minutes, Seb. Maintenant, elles vous en font voir de toutes les couleurs. Cette pression, elle m'empêche de profiter pleinement de mes tournois. J'y vais avec la peur au ventre, la peur de revenir en ayant fait un mauvais tournoi. Et ça a deux conséquences directes sur mon jeu. Dès que j'ai une position prometteuse contre un grand maître, au lieu de porter le coup final, j'essaye d'assurer le match nul, parce que j'ai peur qu'ils reviennent dans la partie et que finalement ils me battent. Et l'autre problème, c'est que dès que j'ai une position pas très bonne contre un joueur moins bien classé, je veux tout de suite sécuriser le match nul parce que j'ai peur de perdre. Bref, j'ai peur. Autant il y a des peurs qui sont utiles, il y a des peurs qui sont saines en réalité. La peur, ça nous prévient qu'il y a une menace qui est imminente et qu'on doit prendre des précautions. En vrai, la peur, c'est grave utile. Ça fait partie de notre instinct de survie. C'est ce qui nous permet de survivre. Mais franchement, là, on parle pas de cette peur. Genre, franchement, je joue aux échecs. Au pire, je perds et puis voilà, c'est tout. J'ai juste perdu une partie. Je suis pas en train de chasser le mammouth. Mais là, c'est la peur qui paralyse. La peur qui vous empêche d'être dans cette zone qui est incertaine, dangereuse, mais tellement nécessaire pour progresser. Alors mon objectif pour Vendeuvre, c'est d'arrêter ces pensées limitantes, de m'autoriser à réussir. Alors j'ai mis 2 règles en place. La première, on arrête de proposer nul. La deuxième, on arrête de jouer pour faire match nul. Alors je vous propose d'embarquer avec moi à Vendeuvre, vers ce voyage où on accepte l'incertitude, et peut-être que je vais m'étonner moi-même de ce qui va se passer. C'est parti! Mais bon, sauf que avant de jouer les grands maîtres, il faut faire ses preuves. En fait, un tournoi d'échecs, c'est un peu comme un tournoi de tennis. Si vous voulez, au premier tour, vous avez pas Federer et Nadal qui jouent ensemble. Enfin, même si je ne me compare pas du tout à eux. Cette journée 1, l'objectif, sortir du peloton, on va essayer de battre les joueurs moins bien classés pour avoir le droit de jouer les grands maîtres jour 2. Ok, et du coup, en fait, à la première ronde de mon tournoi de Vendeuvre, en décembre dernier, j'avais cette position contre un joueur qui est classé demi-Lelo. Et donc vous voyez, je suis censé être favori quand même de ce match, et je suis censé gagner cette partie. Le problème ici, c'est que vous voyez, la position, elle est un peu plate. Et même, je suis peut-être un peu moins bien. Pourquoi je suis moins bien? Parce qu'en fait, ici, Elliot, avec les blancs, il a quand même le centre. Il a un point de plus dans le carré magique, et moi, si je fais rien contre ça, et ben il va rester avec un avantage d'espace, l'avantage d'espace qui aide ensuite à avoir des jolies cases pour ses pièces. En plus, si je fais vraiment rien par rapport à ça, le problème c'est qu'à terme, j'aurai un pion C7 qui sera arriéré sur une colonne semi-ouverte pour l'adversaire. Et ça, c'est particulièrement grave. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pion arriéré sur colonne semi-ouverte, vous avez finalement l'adversaire qui peut venir mettre des tours pour attaquer frontalement votre pion arriéré, et ça rend hyper faible votre pion arriéré. Donc, on pourrait se dire ici qu'un bon coup, ce serait de faire C5. Ça a l'air ultra logique, C5, parce que C5, ça va me permettre d'échanger un pion de l'aile contre un pion du carré magique, et en plus, ça va me permettre de me débarrasser de ce pion C, qui potentiellement, à terme, aurait pu être un pion extrêmement faible sur une colonne semi-ouverte pour l'adversaire. Le problème, c'est quoi de C5? Bah, le problème de C5, c'est qu'il fait d'éperon C5. Il fait d'éperon C5, et moi, je continue par exemple avec Dame prend D1, Tour prend D1, Fou prend C5, et là, vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est qu'en vrai, c'est une position qui est symétrique, il n'y a pas de pion colonne C et D. C'est pas évident ici de créer des déséquilibres et de démontrer que on joue mieux que son adversaire. Juste, il va faire quelque chose comme cavalier D2, remettre le cavalier en B3, petit à petit mettre les tours au centre, et ensuite échanger toutes les pièces. Et ça, on se dirige ici vers un match nul. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Mais en même temps, le Julien du passé, probablement, il aurait joué C5, parce qu'il se serait dit « Ouais, mais écoute, Julien, enfin, faut vraiment jouer C5, parce que si tu joues pas C5, le truc, c'est que tu lui laisses le centre. Si tu lui laisses le centre, et bah, c'est grave, parce qu'après, il aura des super cases pour ses pièces. En plus, si tu joues pas C5, après, il va jouer A3, B4, fixer la case C5, et en plus, après, il va mettre une tour en C1, ça va taper sur le pion C7 arriéré. Faut vraiment que tu joues C5, sinon tu seras moins bien. »
Sauf que dans ce tournoi, ce que je voulais vraiment travailler, c'était voilà, essayer de prendre un peu plus de risques. Et du coup, ici, volontairement, j'ai pas joué C5. J'ai pas joué C5, alors que c'est probablement le coup que j'aurais joué contre un grand maître, direct, à tempo. Contre un grand maître, c'est sûr que je joue C5 sans réfléchir, parce que c'est le meilleur coup, ça égalise, pour toutes les raisons qu'on s'est dites. Mais le problème, c'est que contre un joueur moins bien classé, et bah voilà, c'est mieux de garder un peu des déséquilibres, une structure de pion qui n'est pas symétrique, garder les pièces pour justement rendre la position plus compliquée, et du coup, il y a plus de chances qu'on voit la différence de niveau. Et du coup, finalement, j'ai joué cavalier BD7. Cavalier BD7, il continue avec A3. Et donc A3, vraiment, là, je me suis dit, non mais Julien, il faut vraiment que tu joues C5. Parce que, en plus, ça se voit, A3, il veut jouer B4. Il veut jouer B4 pour te fixer et empêcher que tu joues C5. Et après, c'est gravissime pour toutes les raisons qu'on s'est dites. Et vraiment, j'étais tiraillé pendant la partie. Je me suis dit, je sais que C5 c'est le meilleur coup, mais après la position symétrique, et il n'y aura pas assez de déséquilibre pour prouver la différence de niveau que j'ai avec ce joueur classé 2000 Elo. Et du coup, j'étais là en train de me parler à moi-même et je me disais, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que volontairement je joue un coup que je sais qu'il est moins bon, mais au moins ça va me permettre d'avoir un déséquilibre? Et je travaille sur ça en ce moment, et en fait je me dis, ok, je joue fou D6, c'est finalement ce que j'ai joué. Et voilà, par exemple, il peut jouer B4, et petit roc, et fou B2 par exemple. Et là, vous voyez, on a typiquement les problèmes qu'on s'est dit. C'est-à-dire que les blancs, ils ont gardé le centre avec un pion dans le carré magique. Je peux plus jamais jouer C5, donc je peux pas échanger ce pion de l'aile contre le pion du centre. J'ai un pion arriéré en C7. Voilà, l'ordinateur n'est pas forcément ultra fan de cette position, mais en tout cas, c'est une position qui est déséquilibrée et où j'ai plus de chances éventuellement de montrer ma différence de niveau avec ce joueur classé 2000 Elo. Mais en fait, c'est ça qui est ultra paradoxal, c'est que des fois, il faut accepter de jouer moins bien objectivement, et en plus d'en avoir conscience, juste parce que vous devez garder un déséquilibre pour essayer de battre ce joueur moins bien classé. Et je vais vous montrer après ce qui s'est passé. En fait, finalement, j'ai fait fou D6, donc déjà, ça m'a demandé un effort fou psychologiquement pour jouer fou D6, parce que voilà, le meilleur coup, objectivement, ça aurait été C5. Il continue avec KD2, je fais petit roc, fou F3, et là, je fais dame B8. Encore un petit coup sneaky pour garder l'attention, pas échanger les pièces. Elliott continue avec cavalier DE4, et je fais fou E7. Vous voyez, encore un petit coup comme ça, potentiellement il menace de prendre le fou, et hop, je garde les pièces, fou E7. Mais je sais que je joue peut-être un peu avec le feu, parce qu'il a toujours ce pion de plus dans le centre. Et si je lui laisse après consolider avec du B4 fou B2, je vais être moins bien. Donc je joue un peu avec le feu, mais j'ai ce besoin d'avoir un déséquilibre. Et il continue avec dame E2. Et finalement, là, je fais cavalier prend, fou D5, je menace fou C4, éventuellement de gagner ici, hein, une petite qualité. Il fait KD2 pour empêcher fou C4, et finalement, je joue C5. Là, c'est très différent maintenant s'il prend, hein, parce que j'ai cavalier prend C5. Et en fait, j'ai des pièces qui sont quand même beaucoup plus actives que les siennes. Et du coup, cette version-là, de la position symétrique, ça me va. Du coup, il n'a pas fait D prend C5, mais il a fait tour D1, ce sur quoi j'ai fait C prend D4, E prend D4, cavalier F6. Et je voudrais juste vous montrer la position que j'ai fini par obtenir. C'est celle-là. C'est celle-là. Et ici, j'ai un énorme avantage avec les noirs, tout simplement parce qu'il a un pion isolé en D4, et en plus, il est totalement fixé, ce pion isolé, et je commence à mitrailler totalement ce pion D4 qui est extrêmement faible, et Elliott qui est obligé d'être extrêmement passif et de défendre le pion D4. Mais le truc, c'est que cette position, je l'aurais jamais eu si j'avais joué C5. Parce que si j'avais joué C5, moi je suis sûr à 100% que Elliott il aurait fait D prend C5 et il m'aurait dit bah écoute, toi t'es maître international, si je fais match nul, ça me dérange pas. Je fais D prend C5, position symétrique, c'est à toi de me prouver que t'es meilleur.
Et bah si j'avais joué C5, j'aurais juste jamais eu cette position magnifique, celle-là, vous voyez. Bah, tout simplement parce que les pions C et D auraient été échangés, et donc jamais il aurait eu un pion en D4. Et donc finalement, là, j'ai été récompensé par le fait de garder le déséquilibre, quitte à jouer moins bien objectivement, pour essayer d'avoir une position plus complexe et de forcer mon adversaire à devoir trouver des bons coups. Bon, vous avez vu, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur entre l'intro et l'analyse, mais c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, ce thème de des fois, vous devez pas objectivement jouer les meilleurs coups d'un point de vue échiquien, parce qu'en fait, des fois, quand vous jouez le meilleur coup d'un point de vue vérité, et bah c'est pas forcément ce coup qui permet de maximiser vos chances de victoire en fonction de la personne que vous avez en face. Et si ce thème vous intéresse, il a été creusé par le grand maître Axel Smith, donc c'est le fameux auteur très célèbre de la méthode Woodpecker, que beaucoup utilisent en tactique. Et en fait, Axel Smith, il a écrit un bouquin qui s'appelle Smart Street Chess, il me semble. Et en fait, justement, le titre veut tout dire, c'est-à-dire que vous avez les échecs théoriques, mais vous avez aussi les échecs un peu comme cette bagarre de rue, où des fois, vous devez utiliser des techniques qui n'ont rien à voir avec la vérité échiquienne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien là de ce bouquin dans la description. Puis bon, finalement ça s'est bien dégoupillé pour moi. J'ai battu ce joueur classé 2000 Elo ronde 1, et après j'ai battu un autre joueur classé 2000 Elo, et finalement j'ai fini avec 2 sur 2 la première journée. Et donc la suite au prochain épisode où j'ai affronté ces fameux grands maîtres. Allez, ciao ciao.